qu'on ne sait pas. Il ne faut pas chercher à le faire. Il ne faut pas se prendre pour un autre. Mais en même temps, il faut être sûr de ses forces. Il faut les afficher et puis les assumer aussi. C'est très, très intéressant ce que tu nous dis. Oriane, après l'armée, parce que déjà, là, c'est incroyable. Là, on est avec Lara Croft. Ensuite, Ensuite, donc ça dure 2 ans. En fait, Ouais. j'ai un contrat de 3 ans et au bout de 2 ans, je me dis, mais oui, ça y est. Là, je me dis, l'anglais, j'ai pas forcément envie de l'enseigner toute ma vie, comme ce qu'elle Toute a ma connu, vie. tu vois. Mais par contre, j'adore l'anglais et j'aime vraiment travailler autour des enjeux, de la maîtrise des codes, en fait. Tu vois, on continue de parler de ça, mais D'accord. et notamment les enjeux culturels et interculturels. Donc je me dis, en fait, j'ai envie de travailler avec l'anglais et avec les enjeux culturels et interculturels pour faire travailler ensemble des personnes qui viennent d'influences, de métiers, d'éducation, bref, d'univers différents. Et comment est-ce qu'on fait bosser ensemble des gens comme ça et donc, du coup, je suis partie un peu plus tôt que prévu pour pouvoir reprendre mes études. J'ai refait un deuxième Master 2 en management interculturel. D'accord. Là, tu le fais où, ton master? J'ai fait ça à l'ISIT. Donc l'ISIT, c'est l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction à Paris, qui dépend de l'université, je crois que c'est d'Assas, il me semble. D'accord. Et du coup, donc, dans le 6e à Paris. Et Ok. donc c'est une formation sur 10 mois avec un stage long. Et donc là, c'est comme ça que je rentre en fait dans... c'est une année extraordinaire parce que, en gros, c'est l'équivalent d'une dernière année d'école de commerce en termes Ouais. Ok. de matières travaillées, tu vois, du marketing, de la com, enfin plein de choses comme ça, mais toujours avec le fil rouge et la trame de fond qui est l'interculturalité. D'accord. Et donc là, ça m'ouvre les portes des grands groupes, globalement, qui et avec des missions de chef de projet, en fait. En fait, là, à ce moment-là, donc t'as 25 ans à peu près, 23-25, Ouais, 25. Ouais, 25. et tu 24 ans. as l'intelligence de te dire, j'ai une agrég. Non, je l'avais pas, l'agrég, je l'ai pas eu. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai foiré mon agrég. Enfin, j'ai foiré. D'accord. J'étais aux oraux D'accord. et j'ai pas eu les oraux. D'accord. Donc, tu avais eu le nez creux d'aller dans la marine. Ouais. Bah oui, puis en plus, c'était très bien. Enfin, en fait, Mais- ça a été dur de pas l'avoir quand même, parce que Ouais, mais c'était je un comprends. peu... Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'était une bonne nouvelle pour mon parcours. Mais alors, du coup, là, tu te dis juste, parce que tu as des compétences. Là, on sait, là, on était déjà archi bien. Et tu as l'intelligence de retourner à l'école pour te spécialiser. Ouais, Sur 10 mois, c'est pas sur 10 jours ou. oui. C'est fort. Non, mais c'est pour que les gens comprennent aussi qu'on peut se former toute sa vie. Ah mais ça c'est tellement essentiel. Enfin, moi je sais que j'interviens beaucoup, régulièrement auprès de jeunes en tant qu'entrepreneur pour aller partager mon parcours justement. J'ai vu ça, c'est exceptionnel. Voilà. Voilà. T'en parles justement. Avec l'association 100 000 entrepreneurs, où c'est des entrepreneurs qui vont dans les collèges, lycées et premières années d'études pour parler des parcours d'entrepreneuriat et transmettre la culture d'entreprendre. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de dire, en fait, il y a tellement de pression qu'on se met sur les choix d'orientation. Moi, j'aime bien dire, et c'est souvent une question qu'on me pose, mais du coup, vous nous donnez quoi comme conseil, le fameux Parcoursup et tout ça? Et à chaque fois, je dis, mais détendez-vous. Enfin, je comprends qu'il y ait de l'enjeu, bien sûr, que quand tu as 18 piges, tu as l'impression que tu joues ta vie, en fait, ou voire même ça te passe complètement au-dessus. Tu te dis, de toute façon, je choisis rien, je sais pas ce que je vais faire, je suis nulle. Enfin, on se raconte déjà plein d'histoires dans sa tête. Ils ont les deux en même temps. Hein. Voilà. Ils veulent, mais en même temps, ils n'ont pas Ouais, et en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire que la confiance en eux. Ouais, et mon parcours, moi quand j'avais 17 ans, je savais pas ce que je voulais faire. On peut pas dire qu'au niveau confiance en moi, j'étais, tu vois, en haut du plateau, comme tous les ados. Et en fait, ça fluctue tout ça. Un parcours, ça se construit pas à pas. Il y a des opportunités qui surgissent. Et oui, il y a les autoroutes, il y a les voies toutes tracées. Il y a quelques personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire depuis qu'elles sont toutes petites et qui font effectivement ce qu'elles avaient imaginé. Mais là, on parle de l'exception, en fait. C'est ça. Et donc, voilà, il faut commencer quelque part, choisir un cap et avoir confiance que petit à petit, en accumulant des expériences, on affine, en fait, on ajuste. Et puis parfois, ça passe par, mais du coup, pour pouvoir aller creuser ce sujet-là, je vais avoir besoin de me former sur le sujet parce que à ce moment-là ça a du sens. Pour moi la formation c'est aussi un plaisir, tu vois. L'école c'est plutôt un kiff pour moi de me dire chouette, je me frotte les mains, tu vois, de me dire je retourne apprendre et le sujet pendant toute la journée ça va être d'apprendre, ça c'est un gros kiff quoi. Et donc effectivement c'est ce choix. Tu vois, là j'étais là il y a 3 semaines comme je disais avec Royce the 5'9", qui est le meilleur
le meilleur rappeur américain. Et il me disait, un jour, il m'avait dit un truc, il m'avait dit, il vaut mieux bosser 18 heures pour soi, 18 heures par jour hein, pour soi, que 8 heures pour quelqu'un d'autre. Et en fait, ce jour où il me l'avait dit, c'était il y a quelques temps, je m'étais dit, bah non. Puis après, je me suis dit, bah en fait, si, c'est hyper important ça, de pouvoir bosser pour soi. Et je me dis que toi, je comprends cette idée de se frotter les mains quand tu te dis, tiens, je vais apprendre des nouveaux trucs, parce que tu investis sur toi-même. Ah, mais ça, Et ça, c'est la clé. et ça je crois que tu es la championne pour ça. Vraiment, ouais, carrément. Et je pense pas que je réfléchissais comme ça, mais moi j'allais vraiment à où est-ce que j'ai envie d'aller ensuite. Et du coup, encore une fois, on me dit, mais du coup, tu choisissais comment tes écoles, etc. Mais encore une fois, Google est mon ami. Enfin, tu vois, Ouais. je me dis, mais du coup, qui est-ce qui propose. Et à l'époque, il n'y avait pas des milliers et des cents de formations qui existaient dans ce domaine-là. Donc, je trouve, pour le coup, il y avait il y avait un concours d'entrée quand même. Et là, je l'ai réussi, tu vois. Et donc, Ça y est. je me suis remise. Il fallait que je me remette à l'allemand. J'avais pas fait de l'allemand depuis je sais pas vache. combien de temps. Enfin, bref. Et puis, c'était une année extraordinaire. Et donc, je suis rentrée dans des grands groupes. Pareil, je viens pas du tout de ce monde-là non plus. Donc, c'était à nouveau un nouveau monde à découvrir. Challenge. Et j'ai eu cette chance incroyable Alors, j'étais quelqu'un d'investi, j'avais plein d'idées. Et généralement, j'aimais bien les partager, les proposer. Mais j'ai quand même eu cette chance aussi de rencontrer des personnes qui ont toujours... qui m'ont fait confiance et qui voyaient comme s'ils voyaient un peu 2-3 coups avant moi de ce qui était possible. Yes. Et ça, mais quelle chance. Enfin, moi, je suis pleine de gratitude pour ça, pour avoir eu des gens comme ça qui... Tu vois, c'est comme ce prof d'histoire géo qui me lance une phrase comme ça, que j'ai su entendre et intégrer aussi, hein, parce que ça, c'est... Chacun fait sa part. Hein. Ouais, tout à fait. Tu rebondis aussi. Hein. Tu rebondis bien. Ouais. Franchement, là, je vois bien qu'intellectuellement, depuis le départ, là, on voit, c'est la classe absolue. Je tiens juste à le dire. Mais c'est un plaisir. Je pense que les gens vont prendre autant de plaisir que moi à écouter ce que tu dis, comment tu le dis, la force qui émane de toi. Je le dis parce que c'est quand même assez rare. C'est aussi pour ça que je t'ai fait venir, mais je pouvais qu'imaginer. Mais là, on est le top du top, et j'espère que les gens vont le sentir et vont pouvoir s'approprier aussi. Se dire, voilà, tu vois, toutes ces bonnes ondes que tu nous transmets, ils vont se dire, attends, ça fait du bien, qu'est-ce que moi je vais en faire et comment ils vont le traduire pour eux-mêmes. C'est ça que j'ai envie de faire passer. Mais là, on est au top. Là. Continue, excuse-moi. Non, je t'en prie. Tu parlais, tu étais dans les grands groupes. Ouais, après, donc voilà. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir des opportunités. Des gens qui te faisaient confiance. Voilà. Des gens qui me faisaient confiance. Et parce que sur le papier, souvent quand j'ai eu des opportunités professionnelles, j'étais un peu le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que j'étais pas franchement l'évidence sur le papier en termes de profil. Moi, je reste une... Tu vois, j'ai beaucoup eu des postes qui n'étaient pas directement liés à ma formation au départ. Mais parce que quand même, je pense très jeune, j'ai évolué dans des environnements très différents. Et c'est pour ça que je recommande toujours, dès le plus jeune âge, d'oser sortir de l'entre-soi. C'est vraiment, parce que moi, j'ai cette intolérance à l'entre-soi de manière générale. Et en même temps, on en a toujours de l'entre-soi. Mais... c'est en tout cas d'avoir cette vigilance de se dire depuis combien de temps je ne me suis pas frottée à un environnement inconnu. Excellent ce que tu dis. Et voilà, et d'oser se dire, là, c'est bien confort, je suis bien là, je suis bien, mais du coup, c'est cool d'être bien. Et en même temps, est-ce que je ne suis pas en train de me renfermer quelque part et d'éviter, je ne sais pas si c'est d'éviter, mais il y a d'autres expériences peut-être à vivre et d'autres enrichissements aussi et d'autres manières de s'accomplir qui vont exister sur des territoires différents du mien, différents de mes codes, mais qui vont être hyper apprenants. Et moi, ce qui me passionne par-dessus tout, c'est après comment je synthétise tout ça, c'est-à-dire quel pont je fais, quel lien je peux créer entre toutes ces expériences-là. Et on est vraiment dans une démarche de... Tout ça, c'est de la nourriture, en fait. On s'enrichit de tout ça. Ça, on sédimente, on infuse, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais je crois que vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est se dire, j'ai plein d'expériences, et j'ai cultivé une habitude à prendre du recul sur moi, qui m'aide à me dire, OK, il y a tout ça, c'est ma richesse. Maintenant, j'en fais quoi ? C'est-à-dire, comment j'ai confiance dans le fait que je peux aller piocher
et ça peut être pour de la création musicale. Beaucoup d'artistes le disent, mais quand ils ont fait un album, par exemple, je pense que ça va peut-être résonner pour toi et dans l'univers que tu connais, mais des artistes qui disent là, je suis cuit, j'ai plus de jus parce que j'ai comme si mon puits créatif était vidé en fait. Et tu as besoin d'aller te reconfronter à des expériences de vie. Tout à fait. Et moi, ce que j'invite toujours à dire, que ce soit dans une démarche créative ou par rapport à la vie en général ou à son boulot, c'est comment je peux ouvrir un peu les horizons, le champ des possibles, pour aller me nourrir d'influences différentes. Et je pense que, tu vois, après c'est plus du mainstream, mais si aujourd'hui un chanteur comme Stromae, par exemple, cartonne autant, je suis convaincue que lui, un de ses talents, c'est cette capacité à être dans sa singularité et à arriver à mixer des influences extrêmement variées. Son dernier album, par exemple, est assez symbolique de ça. Et en même temps, il fait pas de l'eau tiède. Il fait pas un truc... c'est vraiment... Il est allé puiser, mais c'est pas du copier-coller. Il s'inspire, il infuse, il crée quelque chose de nouveau, tu vois. On aime ou on n'aime pas, c'est pas trop l'enjeu pour moi. C'est plutôt... en fait, ce gars-là, il assume qui il est. Il assume ses influences, il assume son histoire, il assume le fait qu'il se nourrit de plein de choses et en même temps, il fait émerger quelque chose qui est singulier. Tout à fait, c'est très intéressant. Dis-moi, tu es coach, Yes. Comment on te trouve ? Par exemple, et d'ailleurs, et c'est qui ? Tout le monde peut venir parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui se disent, mais elle est super, moi je voudrais la voir comme coach. C'est quoi un coach ? Et quand est-ce qu'on peut se dire qu'on en a besoin d'un et c'est pourquoi faire ? Alors en fait, déjà le coaching, c'est quoi ? C'est un processus de changement déjà. Et on accompagne en tant que coach, on est garant d'un processus de changement. Et qui est-ce qui vient en coaching ? C'est une personne qui par rapport à un projet, se sent un peu bloquée. C'est-à-dire quel que soit le projet, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, une idée comme ça de se dire j'aime plus trop ce que je fais là, mais je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire non plus. Il y a plein... En tout cas, il y a un peu cette phase de blocage et D'accord. avec l'impression qu'on a un peu fait le tour de la question tout seul et que malgré tout, ça bouge pas vraiment. D'accord. Et donc de se dire, j'ai besoin de quelqu'un qui ne va pas me dire quoi faire, parce que le coaching n'est pas le consultant, n'est pas là pour dire quoi faire. Le coach n'aide pas la personne, mais le coach accompagne. Et en fait, on est vraiment sur un pied d'égalité. Et l'idée, c'est que grâce au coaching, on va relancer le processus de créativité d'une personne, en fait. Ça va être vraiment changer de paradigme. On a tendance, on vit dans une société, je trouve, où on cherche un peu la bonne méthode, la bonne technique, qu'on va essayer de plaquer sur soi en se disant que ça va changer notre vie si on arrive à bien l'appliquer. Or, ça marche pas trop. Et du coup, c'est souvent source de frustration. On dit, c'est quoi mon problème ? Je la connais, cette méthode, pourtant, et j'arrive pas à l'appliquer. Et je dois avoir un problème, quoi. C'est moi le problème. Le coaching va plutôt partir de l'idée que on a face à nous un être singulier. Et la question, c'est vraiment de partir de cette personne-là, de ses ressources, de ses contraintes du moment aussi. Donc, il ne s'agit pas de faire un projet hors sol, mais bien d'ancrer dans la réalité du moment de la personne, avec ses enjeux, avec ses contraintes, ses ressources, et de se dire, c'est quoi le cap que cette personne a envie de prendre ? Et puis, on est curieux de voir quel chemin on va pouvoir emprunter pour avancer, et aussi curieux de voir jusqu'où ça va nous emmener, et jusqu'où cette personne va aller. Donc, j'imagine que ça ne se fait pas en 2-3 heures. Alors, le coaching, il y a plusieurs types de coaching. On peut faire une séance de coaching, parce que le coaching, comme c'est un processus de changement, forcément, les lignes vont bouger. On peut le faire sur une séance, par exemple. Mais moi, je vois les différences. Forcément, tu ne bouges pas les lignes de la même manière sur une séance que sur 8 séances. Donc moi, en l'occurrence, ce que j'appelle le grand coaching, c'est sur 8 séances qui sont réparties tous les mois, tu vois. Donc, on fait chemin ensemble pendant 8 mois dans ces moments-là. Et puis, je propose aussi des formats plus courts, sur 2 séances, par exemple, parce que chacun aussi a le temps, les moyens, les ressources et les envies et les questionnements qui sont les siens propres. Mais bon, voilà, c'est l'idée en tout cas de faire le constat de où on est, où on a envie d'aller, c'est-à-dire quelle direction on prend, et puis d'être curieux, d'aller explorer, parce que c'est vraiment comme ça que moi j'envisage les séances de coaching. C'est un laboratoire d'expérimentation où on va, une fois qu'on a bien posé la problématique, l'enjeu, c'est quoi vraiment l'enjeu qui se joue pour cette personne-là en ce moment, eh bien, de sortir du sujet une fois qu'on l'a bien calibré pour aller explorer et se dire
on parle de complètement autre chose. Moi, j'aime bien parler cinéma, j'aime bien parler... Alors, des fois, on me dit, mais c'est quoi le lien? C'est quoi le rapport avec la choucroute? Là, je vois pas bien. Mais justement, en fait, on crée une sorte de rupture D'accord. pour mieux revenir au sujet après et se dire, qu'est-ce que je viens de vivre là? Et quel lien? Je parlais pour moi de l'importance de faire des liens. Et donc là, on ramène la créativité de la personne et la responsabilité aussi de la personne de dire, quel lien je fais? Et surtout, en faisant ce lien-là, qu'est-ce que ça apporte comme nouvelle idée, comme nouvelle perspective par rapport au projet sur lequel je bloque? Et ensuite, D'accord. on va aller décliner et aller chercher un plan d'action, en fait. Comment j'ai envie d'avancer. Donc le coaching, je dirais, c'est clarifier la vision. D'accord. Clarifier aussi le cap qu'on prend. Donc c'est vraiment cette vision, on clarifie, ce que j'appelle, on appuie sur le bouton anti-brouillard, quoi. On essaye vraiment de clarifier un petit peu qu'est-ce qui se joue en ce moment, vers où j'ai envie d'aller, etc. Et après, on est vraiment dans l'exploration. Et ça passe par de l'inspiration, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles, en fait. Et après, on va reprendre la technique un peu de l'entonnoir, on va resserrer pour un plan d'action, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans imaginer et faire. Tu vois, c'est vraiment ces deux axes-là pour que ce soit utile et qu'on soit sur la projection, en fait. Et construire le comment. Comment j'avance dans cette direction-là, à ma façon. D'accord. Pendant que je t'écoutais, c'est hyper intéressant parce que, comme je t'ai dit, moi je suis coach. Après, moi je n'utilise pas forcément ce terme-là parce que je suis plutôt musicothérapeute parce que c'est comme ça que je le pense. Mais je t'écoutais et je me disais, alors, est-ce que tu as déjà eu envie de faire de la politique? C'est une vraie question, ça. Parce que je me dis, on a une présidente en puissance quand même. Excuse-moi, mais franchement, c'est top. C'est top. Alors, la politique, je pense pas que j'ai l'idée. C'est toujours pareil, sur le papier et dans la vraie vie. Sur le papier, oui, je suis quelqu'un d'assez animé et j'aime bien l'idée de faire bouger les lignes. Ouais. Après, je pense que c'est un univers dans lequel je risquerais d'être assez malheureuse. Mais j'ai mon mari, c'est moi qui me dit, bon, tu te présentes quand là parce que... Excellent, comme quoi. Non, mais oui, Ouais, encore une fois, là aussi, il y a un univers où il y a des codes, il y a des règles, il y a tout ça. Et ouais, je suis pas sûre que ce soit pour moi, tu vois. D'accord, ok. Et est-ce que, parce que l'actualité est comme ça, mais par rapport à l'Ukraine, est-ce que le fait d'avoir été à un moment dans l'armée, est-ce qu'on a toujours son cœur un peu toute sa vie? Et donc du coup, est-ce que tu aurais eu... je te dis ça parce que moi c'est arrivé, j'étais aux États-Unis. L'information était traitée un peu différemment là-bas parce qu'il y a ce qu'ils appellent les midterms, donc ils étaient à fond là-dedans. J'étais dans une maison où les gens parlaient beaucoup et s'intéressaient, mais c'était What's Going On in Europe, donc c'était vraiment il se passe quelque chose en Europe et du coup ils ont tendance à globaliser un peu la situation. Et avec un retour de guerre froide. Et moi, je regardais constamment les infos. Et à un moment, je me disais, mais si j'avais pas d'enfant, je crois que j'irais, en fait. Et est-ce que toi, tu t'es dit ça? Ou alors tu t'es dit non, de toute façon, en tant que mère, c'est même pas possible. Non, parce que c'est trop loin. Parce que c'est peut-être pas si proche que ça en termes de guerre nucléaire. Ou alors, non, tu t'es dit, tu as même peut-être réactivé des réseaux, j'en sais rien, pour avoir des informations de première main, parce que tu as peut-être des réseaux, peut-être tu n'as pas coupé, je ne sais pas, ou tu as complètement coupé. Mais comment tu t'es positionné par rapport à ça? Est-ce que ça a résonné ou pas tant que ça, parce que c'était comme ça, je sais pas. Ça résonne déjà en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que mère aussi. Enfin, je pense qu'on est touché dans plein de niveaux de notre identité, en fait, quand il y a des... Et là, parce que des combats, des conflits, il y en a tout le temps, il y en a partout. Là, je pense que ce qui vient nous heurter profondément en tant qu'Européens, et puis en tant que Français, c'est la proximité géographique, et puis c'est le côté, quand tu connais un peu l'histoire, ce côté des parallèles, quoi, des choses qui sont un petit peu qui sont un peu glaçantes, où tu te dis mais... Et puis je pense que c'est aussi c'est des bons rappels à l'ordre on vit quand même comme des enfants gâtés globalement. Tout à fait. Hein, et du coup, le Covid déjà a été un premier appel de dire mais attendez, c'est le monde d'avant, c'était pas dans le monde d'avant qu'il y avait des problèmes et nous on vit globalement plutôt bien, on a nos petits problèmes à nous mais ça va. En fait non, c'est l'histoire du monde fait qu'il y a toujours des temps de
il y a des temps d'arrêt, il y a des temps de bouleversement, et c'est juste que nous, la norme, c'est devenu la paix. Mais il n'y a pas si longtemps, la norme, c'était la guerre, en fait. Donc, pour répondre à ta question, je me suis pas sentie... Moi, je me considérais pas... je suis pas militaire au sens où j'étais un officier pas de carrière, mais voilà, de contrat, avec une expertise du civil. Par contre, bien sûr que j'ai une pensée pour les conditions, en fait, et les histoires humaines qui se trament au-delà des grandes masses dont on parle. C'est comme dire l'Ukraine, la Russie, les Russes, les Ukrainiens, les militaires. Et en fait, moi, je pense toujours aux histoires individuelles, quoi, et au destin singulier. Et je vois combien ça, avant tout, des êtres humains, tous ces gens-là. Et c'est là que je me dis toujours, mais c'est... Bon, je crois que ça invite à beaucoup d'humilité de manière générale. Et puis, j'essaye de pas être, depuis ma place, de pas être trop dans du manichéisme non plus. Mais c'est difficile. Enfin, c'est compliqué comme sujet parce que c'est... Mais il y a des histoires de vie, en fait. C'est toujours ça que je me dis. Il y a des histoires de vie. Et moi, j'aime bien regarder, par exemple, les photos qui sont prises par les journalistes, les reporters de guerre, par exemple. Pas tant les images de combat, mais les images des visages, en fait. La petite histoire dans la grande histoire, tu vois, et les gens qui s'embrassent sur le quai d'une gare, et tu sens la question de... On parle pas ukrainien ni russe, mais on se pose la question, on comprend ce qui est en train de se jouer. Les yeux parlent, voilà. Et en fait, ça nous ramène à notre l'impermanence, en fait, de notre condition. Et je crois tout ce qu'on vit en ce moment, c'est même plus des successions de crises, c'est des concomitances de crises qu'on vit là, et qui invitent à la transformation et individuelle, en fait. De revenir à soi et de se dire, ok, je fais quoi de tout ça, moi, de ma vie à moi. Allons à l'essentiel, du coup. Ouais, en tout cas, de se poser sa question, de se dire, ok, qu'est-ce que je fais concrètement ? Quelle responsabilité je prends pour... parce que c'est toujours pareil, quel pouvoir on a vraiment, tu vois, parce que on a tous réagi différemment. Et moi, je sais que, par exemple, c'était les attentats du 13 novembre, par exemple, 2015. Moi, ça a été très impactant parce que j'allais accoucher de mon deuxième enfant. Enfin, il y a le côté, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce monde, etc. Donc, on est tous heurtés d'une manière. Ça vient résonner, mais ça parle de nous, en fait. Et en fait, c'est une invitation, tous ces moments-là qui sont, je crois, à aller regarder en soi. Et aller regarder, par exemple, dans ces conflits ouverts à 3 heures de chez nous, ça dit quoi sur mes conflits à moi ? C'est marrant, tu parles de conflits. Moi, je sais que entre la période du Covid et l'Ukraine, j'ai eu envie de reprendre contact avec des gens que je n'avais pas forcément vus depuis longtemps, mais j'ai eu envie de leur dire qu'ils m'étaient chers, qu'ils m'étaient très chers. Tu vois, et je m'y attendais pas. C'est vraiment la situation qui fait que dans un moment très spécifique où on sent une fin qui peut être qu'on n'avait pas spécialement anticipée. Du coup, forcément, on vient sur des choses beaucoup plus profondes peut-être, et même au fond de soi, et puis on est surpris. Je pense que c'est vraiment une invitation à quitter la surface, le monde très bruyant de la surface, et à descendre dans les profondeurs, ce qui n'est pas toujours très facile et très confortable, tout à fait, mais c'est toujours salutaire parce que c'est comme ça qu'on avance, quoi. Mais tout à fait, je comprends ce que tu dis. Moi, ça m'a fait souffrir aussi d'aller en profondeur, bien évidemment, et puis après on en ressort beaucoup plus fort. C'est vrai, comme quoi il faut toujours communiquer. Enfin, c'est peut-être ce que tu voudrais dire, peut-être, j'en sais rien. Moi. Qu'est-ce que tu penses de la communication non violente ? Oui, alors moi j'aime bien dire la communication bienveillante, parce que je suis toujours... Enfin, de non violent, ça veut dire qu'on a comme cadre de référence la violence, pour le coup. Et j'aime bien définir en volume plutôt qu'en creux. Et je me dis, quitte à être non violent, soyons vraiment bienveillants, en fait. Tu vois, je trouve ça, j'aime bien cette attention-là. Tout à fait. Et oui, de toute façon, ça parle de... Mais c'est la difficulté de vivre, en fait. C'est-à-dire qu'on est des êtres... on est des animaux sociaux, donc on ne sait pas vivre seul, et en même temps, c'est très difficile de vivre ensemble. Donc, concrètement, on fait comment, quoi ? Voilà. Et l'art de la relation, l'art de la relation, en fait. Communiquer... On est dans une ère de la communication, mais est-ce qu'on est vraiment en lien ?
Est-ce qu'on est vraiment en relation? Très intéressant ce que tu dis. C'est marrant parce que tu vois, hier, j'ai commencé à nettoyer mes réseaux sociaux, tu vois, parce que je trouvais justement que c'était une communication qui n'était pas en profondeur. Et j'en ai besoin, bien évidemment, dans mon activité de musicothérapeute, mais du coup, je vais la limiter pour vraiment revenir à l'essentiel. À l'essentiel. Dis-moi quelque chose. Le profil de gens qui viennent te voir, est-ce que tu as toutes les catégories socio-professionnelles ou alors il y en a qu'ose pas ou alors si c'est pour tout le monde, ça peut être quelqu'un, il pourrait y avoir quelqu'un qui serait accompagné d'un adolescent ou une personne âgée, ou il y a tout le monde, ou alors c'est plutôt des gens qui viennent sur le travail pour toi ou sur tu fais du coaching conjugal, comment Alors moi, je suis vraiment sur les types de personnes que j'accompagne. C'est vraiment des personnes qui ont envie d'entreprendre leur vie à leur façon et qui s'interrogent un peu sur la cadence et leur rythme de vie, en fait, et qui aspirent justement à trouver leur manière de gagner un peu plus de sens, d'impact positif et d'avancer avec un peu plus de justesse dans leur vie. Donc souvent, il y a un angle professionnel par lequel on vient me voir, moi. D'accord. Donc en fait, le point commun, je dirais, entre les personnes que j'accompagne, qui viennent assez naturellement à moi, c'est des personnes entreprenantes, c'est-à-dire des personnes qui ont des projets. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des dirigeants, ça peut être des managers, ça peut être des professions libérales, des indépendants ou des personnes qui sont salariées, mais qui ont des profils plutôt d'entrepreneurs, des personnes qui ont des projets, qui ont envie d'avancer qui ont des idées, quoi, et en même temps qui aspirent à... moi, comme j'aime bien dire, j'accompagne les personnes à prendre soin de leurs plus précieuses ressources, c'est-à-dire elles-mêmes, en fait. Et notamment les entrepreneurs. Trop souvent, les entrepreneurs sont un peu la dernière roue du carrosse dans leur entreprise. Or, si tu es entrepreneur et qu'il n'y a plus d'entrepreneurs demain parce qu'on n'en a pas pris soin, il n'y a plus d'entreprise, en fait. Surtout quand tu es sur des petites structures, voire que tu es à ton compte. Donc, moi, j'aime bien dire, j'accompagne les personnes à déployer leurs projets et leurs ailes, parce que souvent, c'est des personnes qui ont des idées, qui ont des visions, tu vois, mais qui se disent en même temps... ça va vouloir probablement dire plus de temps, plus d'énergie à passer et qu'on a l'impression d'être globalement un peu au taquet quand même, d'avoir un peu tout donné et qui aspirent aussi à vivre autre chose, à avoir une vie de famille par exemple ou une vie sociale, s'investir dans d'autres projets, etc. Et qui du coup ont l'impression d'avoir du mal à résoudre l'équation. D'accord. Et la réponse commence souvent par commençons par vous en fait. Et qu'est-ce que vous voulez vous et comment est-ce que vous avez envie de faire les choses davantage à votre façon. Donc en termes de profil, ça peut être très varié. Ça peut être des projets de reconversion professionnelle, ça peut être quelqu'un qui veut pas forcément changer de métier mais qui a envie de passer à son compte parce que justement qui a envie d'inventer ses propres codes et sa manière de faire les choses. Ça peut être par rapport à des projets perso aussi. En tout cas, c'est moi, j'aime bien dire, c'est comment j'exprime de plus en plus ma singularité et comment est-ce que je me compose mon costume sur mesure, quoi. Je pars de moi et c'est pas forcément formulé comme ça, mais c'est à ça qu'on arrive, de se dire, en fait, oui, j'ai des projets, mais je vais plus être la variable d'ajustement en termes de temps, d'énergie, etc. J'arrête de me malmener quelque part. Parce que si je continue comme ça et que je veux développer des projets, de toute façon, techniquement, je ne vais pas y arriver. Et donc, il peut y avoir parfois aussi des alertes de burn-out ou de choses comme ça. Parce que les gens sont très engagés, mais très essoufflés aussi et se disent « mais je ne vais pas pouvoir continuer ».